Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. On est là pour une 7e émission de la longue série basée sur la marchandisation des corps humains et plus globalement des êtres vivants. Nous étions sur ces deux livres, donc La Révolution transhumaniste de Luc Ferry et on devait basculer sur le siècle biotech de Jérémy Rifkin. Avant de débuter et de faire donc la suite de ceci, n'hésitez pas à liker, à partager et à trouver l'espace des commentaires pour vous manifester. Je tiens en parallèle à remercier Marcus et C'est comme ça, ainsi que Veritas Globalis et mes lectures. Je vous explique. Dimanche, on avait un point de rendez-vous pour entamer un direct donc chez Veritas. Et on a eu 45 minutes de off où on a discuté de différentes choses, dont les rapports hommes-femmes et compagnie. Et après, on a lancé le direct. Au bout d'une heure, on a été rejoint par mes lectures. Ça a duré plus longtemps que prévu et on va dire dans de bons rapports, jusqu'à à peu près 5 heures ou 10 de direct, où moi en fait j'avais décidé d'accompagner ça par un apéro. Et les heures passant, bien il y a eu un verre, deux verres, trois verres et une bière accompagnée. Et en fait c'est la bière qui m'a, on va dire, mis la goutte de trop. Et donc dans les échanges, j'ai eu des questions avec mes lectures qui n'avaient pas du tout lieu d'être en public, notamment sur ces rapports hommes-femmes, etc. S'il était avec des religieuses, enfin bref, vous voyez les choses. Et lui, il a compris que là, il n'y avait plus d'intérêt. On passait de développement sur le Moyen-Orient, de très bons échanges sur notamment la place de l'homme, Dieu, etc. Et puis on bascule sur des éléments décousus. Donc après, lui, il a expliqué qu'il allait quitter le direct. Moi, je voulais plus l'entendre, hein, comme d'autres interlocuteurs, en l'occurrence Veritas. En fait, j'étais là à sortir ma pensée, mais sans trop écouter les répondants. Donc, ils ont bien vu qu'il n'y avait plus d'intérêt. C'est pour ça qu'on va republier notre échange, mais on va y soustraire une demi-heure, puisque, en fait, au bout de 5 heures d'échange, là, ma locution n'était plus la même. Et Marcus m'a envoyé un petit mail en me disant tu dis rien de dérangeant, mais voilà, on sent en tout cas que tu commences à être chaud, donc il n'y a plus d'intérêt à continuer comme ça. Et c'est vrai qu'avec mes lectures, donc on a mis fin à notre échange de façon cordiale, hein. Je l'ai trouvé après en commentaire pour lui dire que voilà, j'avais peut-être dépassé, on va dire, certaines pensées. Et avec Veritas Globalis, il y a eu deux éléments qui ont été dérangeants sur cette fin, puisque ça a été fait en public, et moi je souhaite donc aussi tout simplement rétablir les choses en public, vous voyez. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas juste en privé, je leur dis que j'ai débordé on va dire les périmètres, c'est aussi en public que je le fais. J'ai l'humilité, j'ai été éduqué dans le respect, donc je dois pas être, voyez-vous, à me perdre dans certains échanges qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, Veritas Globalis, je voulais lui montrer que c'est quelqu'un d'intéressant, qu'il a du potentiel, mais qu'il faut qu'il croie en lui. Et notamment à un moment, je l'interroge et je lui dis, voilà, si quelqu'un vient se sacrifier, comment toi, si tu détiens la parole de Jésus-Christ, tu le fais pour finalement le ramener à la vie. Et lui, il avait déjà un beau développement, mais je voulais pas l'entendre. Donc je lui dis, non, là, c'est pas bon, un chrétien, on va dire, entre guillemets, doit s'améliorer, être mieux que ça, enfin bref, des reproches qui n'avaient pas lieu d'être. Et juste que je rajoute un truc, et après on va pouvoir passer au concret. À la fin, en fait, je lui explique voilà, que c'est une bonne personne, mais qui doit, on va dire, je sais pas, avoir une démarche. Donc, Marcus m'a contacté en privé, m'a dit en fait, t'as rien dit qui pourrait être méchant, mais t'as aussi été pur dans ta démarche, de lui montrer ce que tu pensais, etc. Mais voilà, ma locution n'était plus correcte, c'était quand même décousu, donc ça n'a pas lieu d'être en public. Alors cette demi-heure sera soustraite, mais vous pourrez retrouver les 4h40 d'échange en revanche que l'on a eu. Et voilà, moi après une réécoute, je vois quand même qu'à certains moments j'intervenais trop et j'aurais dû être en retrait. Et voilà, c'était pour clarifier les choses. Donc ça se passe très bien avec mes lectures, très bien avec Veritas. Mais voilà, il y a eu un petit débordement. En 2022, ça m'avait déjà fait ça une fois. Vous voyez, sur peut-être 200, 300 directs. Ça a dû m'arriver 2 fois ou 3 fois. Une autre fois où, pareil, j'avais pris un apéritif. Quelqu'un était venu témoigner sur les drames de quand elle était plus jeune, etc. C'était une femme qui avait porté son témoignage. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai été impacté. J'étais quand même assez
assez triste et à la fois en colère aussi, et donc c'était pas des directs que je souhaitais conserver. Donc c'est pour ça qu'il y en avait eu un comme ça, un autre où je m'étais exprimé, on va dire, sur ma carrière, et j'avais vu que, pareil, c'était pas de l'intérêt, on va dire, du public d'entendre ça. Donc au total, il y a eu 2 directs, et là c'est le troisième, on dit jamais deux sans trois, en l'espace d'un peu plus de 5 ans, que je soustrais un direct. Voilà. Merci en tout cas pour votre compréhension, pour la gentillesse de certains, pour la bienveillance. Après, comme je vous dis, il n'y avait rien non plus d'extraordinaire, mais c'est mieux de ce qui est de l'ordre privé reste privé, ce qui est public, public, voyez-vous. Et donc des questions qui n'ont pas lieu d'être sur Internet, eh bien, sont soustraites. À la fois pour ma personne comme pour les concernés. Donc la révolution transhumaniste, on s'est arrêté. Qu'on débute sur le sérieux du direct et de cette série, mais je tenais quand même à clarifier ma position. Donc vous pouvez retrouver l'échange sur la chaîne Veritas Globalis et vous verrez pendant plus de 4 heures, il y a quand même de la cérébralité d'activer. Alors là, sur ce livre, on était à la fin de la sélection darwinienne, qui est une situation inédite dans l'histoire du monde, et nous manquons de points de comparaison pour savoir ce qui va se passer, ce qui va être engendré par toutes ces modifications. Après, on devait se conduire à la page 89, avec une personne que peu apprécie. Moi-même, je ne le porte pas dans mon cœur, c'est Laurent Alexandre. De même, comme il nous l'écrit, malgré sa ferveur transhumaniste, la prise en compte des risques, mais aussi des problèmes éthiques inhérents au passage du modèle thérapeutique au projet mélioratif, ne doit jamais être occultée. Donc, rappel, thérapeutique, il y a une maladie, on tente de la soigner par des nanotechnologies, des biotechnologies, des médicaments et tout ce qu'il en est. Mélioratif, c'est il n'y a pas vraiment de problème, c'est l'humain dans son corps qui ne sent pas bien, donc implant mammaire, ça se fait de la rhinoplastie, ce genre de choses est de l'ordre mélioratif. Et Laurent Alexandre nous dit, je le cite, « Notre génome est bien fragile. Il est animé par des dizaines de mécanismes plus subtils les uns que les autres, et une modification minime de l'un d'entre eux peut avoir des conséquences catastrophiques. Nous sortons à peine d'un siècle où la génétique a été instrumentalisée pour justifier le racisme, la Shoah ou bien encore des opinions conservatrices et coloniales. Auschwitz a été construit sur la base de théories raciales qui puisaient leur inspiration dans un dévoiement de la génétique. La biologie doit donc être extrêmement prudente et ne jamais oublier qu'elle a été instrumentalisée pour mettre en œuvre les pires folies raciales. » Fin de citation. C'est par conséquent sur 2 plans qu'il convient d'être prudent. D'abord sur un plan scientifique, où il est hors de question de faire n'importe quoi avec le matériel humain, de tenter des expériences sur nos gènes qui pourraient, en raison de la complexité infinie de nos organismes, avoir des conséquences aussi inattendues que désastreuses. Mais c'est aussi sur le plan moral qu'il faut s'interroger, qu'il faut peser les avantages et les inconvénients d'expérimentation sur les cellules germinales, ces dernières étant potentiellement terrifiantes parce que irréversibles. Ce sont justement ces questions qu'il nous faut maintenant aborder et de front. Alors, à la page 99, on a d'autres développements qui interviennent, 98-99, notamment, voilà pourquoi aux yeux de Fukuyama, la modification de la dotation biologique des individus annonce la fin de l'homme, car elle représente une menace irréversible et terrifiante pour l'intégrité de l'espèce humaine en tant qu'espèce morale digne d'être protégée par des droits humains. Je cite. « Même si l'ingénierie génétique au niveau de l'espèce demeure encore, à échéance de 25 ans, 50 ans ou même 100 ans, elle est de loin le plus important de tous les développements futurs en biotechnologie. La raison en est que la nature humaine est fondamentale pour nos conceptions de la justice, de la moralité et de la vie bonne, et que toutes ces conceptions subiront de profonds changements si cette technologie devient largement répandue. De bonnes raisons de prudence poussent à respecter l'ordre naturel des choses et à se garder de penser que les êtres humains peuvent facilement l'améliorer en intervenant de façon arbitraire. Construire un barrage ou introduire une monoculture dans un secteur donné dérange des relations invisibles et détruit l'équilibre du système de façon imprévisible. Et ça revient à ce qu'on avait dit,
modifier l'homme ou un insecte ou autre chose encore de la biodiversité, c'est finalement, en agissant sur l'un, impacter l'autre et vice-versa. Il en va de même pour la nature humaine. Il est bien des aspects de celle-ci que nous pensons fort bien comprendre ou que nous voudrions changer si nous en avions la possibilité. Mais faire mieux que la nature n'est pas toujours aussi facile. L'évolution est peut-être un processus aveugle, mais elle suit une logique d'adaptation rigoureuse qui fait que les organismes conviennent à leur milieu. Fin de citation. Donc malgré nos défauts, nous sommes déjà dans une perfectibilité par la nature et on ne peut se vouloir d'être des dieux à améliorer ne serait-ce que la condition de certains qui finalement nous sortiraient du milieu naturel et viendraient à tout bouleverser, à tout renverser. Et après, il est dit plus loin, mais il y a plus. Donc ça, c'est Luc Ferry qui nous dit ça. Non seulement les biotechnologies risquent de détruire les fondements de la morale, mais elles ouvrent de nouveau, sans vergogne, la voie à un eugénisme auquel elles confèrent même une nouvelle légitimité. Certes, il s'agit, comme nous l'avons dit, d'un eugénisme qui se veut libéral, un eugénisme dont Fukuyama reconnaît qu'il sera différent sur 2 points essentiels de l'ancien, dont le modèle repoussant fut donné par le nazisme. Ce dernier était à la fois exterminateur et étatique. Celui qui se permet d'entrer dans ces nouvelles technologies nous montre finalement que le système sera non étatique. Il sera librement décidé par les familles ou les individus, non éliminateur et même mélioriste, donc pas négatif mais positiviste. Vous voyez, c'est le côté... en fait, il n'est pas négatif, c'est-à-dire il ne détruit pas la vie, il est plutôt de l'ordre positif, donc on sélectionne la vie et on fait de l'amélioration sur ce qui existe. Fukuyama fait cependant valoir que le grand risque, c'est que les parents cèdent à des modes. Telle génération voudra des enfants blonds, telle autre des bruns, celle-là des gentils, l'autre des combatifs, etc. De telle sorte que les enfants pourront plus tard leur reprocher leur choix. L'enfant se retournera contre ses parents et le généticien pour dire « vous deux, vous ne m'avez pas produit tel que je voulais être ». Et c'est le pouvoir être soi-même qui rentrera en condition et peut-être un combat au nom de l'existentialisme contre les technicistes et ceux qui s'accaparent les produits. C'est à peu près ça la chose. On notera au passage que l'argument de Fukuyama est réversible aux yeux des transhumanistes. Les enfants pourraient tout autant reprocher à leurs parents de ne pas avoir exploité toutes les possibilités pour les débarrasser d'une maladie potentielle, voire pour les améliorer au motif que leurs convictions religieuses ou morales les empêchaient de recourir aux avancées de la technoscience. Donc l'argument que des enfants pourraient se retourner contre leurs parents et les généticiens peut aussi l'être pour ceux qui n'auront pas fait appel à ces techniques, à ces outils qui existent. Voyez-vous, je suis né avec un handicap alors que tu aurais pu m'éviter telle maladie, tel problème, telle exclusion sociale et bien d'autres choses. Alors après, nous rendons à la page 112, 113 et 114. Là, on retrouve en fait un auteur que je vous ai déjà lu, Michael J. Sandel. Expliquons ces 3 points essentiels. Donc les 3 points, c'est l'humilité, l'innocence et la solidarité. Car c'est en dernière instance sur eux que repose chez Sandel toute la critique de l'hybris, donc la démesure, de l'arrogance liée au projet prométhéen de fabriquer à volonté des êtres transhumains ou post-humains. Les passages qui suivent et que je traduis librement sont tous extraits du même chapitre 5 du livre de Sandel déjà cité. L'humilité d'abord. Je cite. « Si la révolution génétique érode notre appréciation du caractère donné des pouvoirs et des qualités humaines, elle transforme par là même 3 faits fondamentaux de notre paysage moral. L'humilité, la responsabilité et la solidarité. Le fait que nous nous soucions profondément de nos enfants, mais que nous ne puissions jusqu'à présent pas choisir le type d'enfant que nous voulions, enseigne aux parents l'art d'être ouverts à ce qui n'est pas forcément souhaité. Cette disposition à l'ouverture mérite d'être encouragée non seulement dans le cadre de la famille, mais tout autant dans le monde extérieur en général. Elle nous invite à accepter l'inattendu, à vivre avec les dissonances, à résister à l'impulsion irréfléchie,
qui veut tout contrôler. Un monde comme celui du film Bienvenue à Gattaca, un monde où les parents sont accoutumés à choisir le sexe et les caractéristiques génétiques de leur enfant, serait un monde inhospitalier à l'égard de l'inattendu et du non souhaité. Fin de citation. En d'autres termes, en péchant par cette hybris, cet orgueil démesuré inhérent à la volonté de tout créer et de tout maîtriser, nous allons perdre notre humilité et, avec elle, notre gratitude devant ce qui est donné, ainsi que devant notre ouverture d'esprit, notre aptitude à accepter ce qui est différent, non voulu, inattendu. Donc en fait, c'est la folie de vouloir être parfait, de créer des choses parfaites. Et les enfants, on ne les fait plus et la volonté de Dieu s'accomplit, la nature tout autant, et on peut être mis à l'épreuve. Non, c'est nous qui réalisons le moindre des caractéristiques. Vous voyez, ça fait penser même au film également. C'était quoi? C'était un épisode de Black Mirror, je crois, où vous aviez des gens qui se notent. Et ils tombaient dans une hystérie parce qu'il fallait être toujours plus parfait, mieux noté des autres, mieux vu. Mais ils ne se réalisaient plus eux-mêmes. Donc certes, il n'y avait plus de défauts qui apparaissaient. Et il n'y avait pas d'erreur, pas de mauvais comportement, tout était carré, droit. Mais en fait, ce n'était pas de la vraie morale. C'est pas ils s'amélioraient en faisant des erreurs ou autre, non. C'était seulement qu'ils se comportaient de façon robotique pour accéder à certaines zones, obtenir du prestige, être vu des autres. Vous voyez, se donner une importance. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et donc, il ne laisse plus place à l'inattendu et ça mène à l'hystérie. Quand tu veux tout contrôler, en fait, à la destruction même de ce qu'est la vie. Deuxième perte, tout aussi sinistre selon Sandel, celle de l'innocence, au profit d'une responsabilité accrue de manière exponentielle, avec la quasi-obligation de choisir les caractéristiques physiques et mentales de nos enfants, notamment pour éviter qu'ils ne soient défavorisés par rapport à d'autres dont les parents auraient choisi d'améliorer les capacités futures. Je cite. On croit parfois que l'augmentation, amélioration génétique érode la responsabilité humaine. Mais c'est exactement l'inverse qui a lieu. Non pas l'érosion, mais l'explosion de la responsabilité. Au moment où l'humilité s'estompe, la responsabilité s'accroît dans des proportions sidérales. Nous attribuons moins à la chance et plus au choix. Les parents deviennent responsables de choisir, comme de faillir, dans le choix des bonnes caractéristiques de leur enfant. Les athlètes deviennent responsables d'acquérir ou de ne pas acquérir les talents qui vont aider à faire gagner leur équipe. L'un des bienfaits du fait que nous considérions nos propres personnes comme des créatures, et peu importe que ce soit de la nature, ou bien de Dieu, ou encore de la fortune, ça résidait dans le fait que nous n'étions pas responsables de ce que nous étions. Donc on était amenés à s'améliorer, mais que nous n'étions pas responsables de notre génétique et compagnie. Plus nous devenons les maîtres de nos dotations génétiques, plus le fardeau qui pèse sur nos talents et nos performances devient lourd. Aujourd'hui encore, quand un joueur de basket rate son coup, son entraîneur peut lui reprocher de s'être mal positionné. Demain, il lui sera peut-être reproché d'être trop petit. Fin de citation. Et dans le même esprit, que dirons-nous à leurs parents, à ces parents d'enfants qui naissent sourds ou aveugles? Leur feront-ils un procès au motif qu'ils n'ont pas pris soin de faire les tests et manipulations génétiques qu'ils auraient pu et dû faire s'ils n'avaient pas été croyants, humbles, ouverts aux données, à la diversité et à la contingence du monde? On comprend que Sandel trouve ce type de reproche injuste, pour ne pas dire insupportable. Mais comment ne pas voir que d'autres le trouveront au contraire fort légitime? Le problème posé par la fin de la solidarité est, selon lui, tout aussi inquiétant. Il est, là encore, directement lié à l'hybris prométhéenne, à la volonté de maîtrise qui prend peu à peu la place de l'ouverture humble et reconnaissante à ce qui nous est donné par la nature ou la providence. Je cite. Paradoxalement, l'explosion de la responsabilité face à notre propre destin, comme à celui de nos enfants, peut diminuer notre sens de la solidarité envers ceux qui sont moins bien lotis que nous. Car plus nous sommes ouverts à l'idée que notre lot dépend d'une chance naturelle, plus nous avons des raisons de nous sentir solidaires du destin des autres. Fin de citation. À la différence de ceux qui s'améliorent et qui diraient « les pauvres, il faut les effacer, hors de notre vue. Les personnes malades, on les force
à s'injecter de la génétique, voyez-vous, extérieure, donc à devenir génétiquement modifié par des ARN messagers, des protéines, bien d'autres choses, pour respecter un cahier des charges, c'est-à-dire par là, moins de dépenses, moins de solidarité, vous voyez, et c'est la méritocratie. Et la méritocratie, si je peux dire, voyez-vous. La méritocratie, donc c'est au mérite, et le côté de l'amélioratif, voyez-vous, de... En fait, chacun a les mêmes chances devant la science de se modifier. Alors, et pour illustrer son argument, Sandel développe l'exemple des assurances. C'est parce que nous ignorons les risques encourus par nous-mêmes, autant que par les autres dans le futur de nos vies, que nous acceptons tous de payer une prime d'assurance, quitte à ce que d'autres en profitent plus que nous, ou l'inverse. On ne sait pas, on ignore l'avenir, mais le risque étant le même pour tous, on accepte de prendre cet autre risque qui consiste à s'assurer le cas échéant, pour rien. Et c'est le système d'assurance, mais qui sera ramené à une meilleure égalité dans les dépenses en partageant ces données. C'est-à-dire ce que l'on a mangé, le nombre de fois que l'on fait du sport, si l'on fume ou pas, si l'on a temps de sommeil et compagnie. Et plus on partagera de données, moins l'assurance sera chère, et lorsqu'il nous arrivera un incident, un accident, eh bien ils seront présents. Voyez, mais ça vous évitera de payer pour ceux qui font n'importe quoi dans leur vie, qui ne prennent pas soin de leur santé. On ne sait pas, donc on ignore l'avenir. Hein. Mais à partir du moment où nous sommes responsables, finalement, de ce qui nous arrive, responsables de nos tares, de nos maladies à venir ou de leur éradication, la solidarité tendra à être remplacée par la responsabilité de chacun pour soi. Et là, il nous dit, je le cite, « Si le marché de l'assurance mime la pratique de la solidarité, c'est seulement dans la mesure où les gens ne connaissent pas leurs propres facteurs de risque. Supposons que les tests génétiques progressent au point qu'ils puissent prédire de manière fiable notre avenir médical et notre espérance de vie. Alors, ceux qui ont des espoirs raisonnables d'avoir une bonne santé et une longue vie quitteront le navire. Ils seront carrément plus assurés autrement. L'aspect solidaire de l'assurance disparaîtra quand ceux qui ont des bons gènes quitteront la compagnie actuaire de ceux qui n'en ont pas. Ou encore, ça c'est fin de citation, mais comme je vous disais, une différence de tarif entre ceux qui font tout pour devenir meilleurs et en fait avoir une probabilité de risque, de maladie, de problèmes de santé minime. Oui. Et des autres qui veulent s'affranchir de tout. Et on arrivera, comme pour vous savez, les taxes carbone, la pollution, on sera peut-être dans une sorte de time-out. Tu payes en temps de vie quelque part. C'est-à-dire que ta vie, par les tests génétiques, est identifiée à jusqu'à 30 ans, tout va bien. Ensuite, tu auras tel cancer, tu auras telle autre maladie, Alzheimer ou je ne sais quoi. Et donc là, si on fait les calculs de ce que tu coûteras dans le reste de ta vie, tu seras trop cher à la société. Donc dès maintenant, tu vas payer ou en tout cas t'arranger pour éloigner la maladie de toi. La diminuer dans son impact ou ce genre de choses. Donc après, le livre de Sandel, comme tous ses livres d'ailleurs, fourmille d'argumentation et d'exemples concrets. Il développe encore sa critique du transhumanisme sur un plan plus politique. Face à ces nouveaux pouvoirs de l'homme sur l'homme, les familles seront loin d'être à égalité. L'ingénierie génétique coûtera cher, du moins dans un premier temps, et les différences de fortune seront dans ces conditions moins supportables que jamais puisqu'elles deviendront tout simplement question de vie ou de mort. Pire encore, plusieurs humanités pourraient coexister dans l'avenir, comme ce fut d'ailleurs le cas dans le passé au temps de Néandertal et Cro-Magnon. Et l'on commence à penser que cette coexistence fut tout sauf pacifique. Et donc on aurait l'espèce des humains augmentés, face à ceux qui ont fait quelques pas, qui sont encore hésitants sur certaines démarches, et ceux qui refusent tout catégoriquement, par ordre religieux, du fait de la solidarité, qui veulent rester naturels, ou je ne sais quoi encore. Du reste, les partisans du transhumanisme sont bien conscients du problème puisqu'ils en viennent à reconnaître la nécessité d'un minimum d'intervention de l'État pour favoriser l'accession de tous à la post-humanité, comme le dit par exemple Bostrom. Il faudra en effet éviter, selon lui, qu'apparaisse, je le cite, une couche privilégiée de la société qui s'améliorerait elle-même et sa progéniture, de sorte qu'il y aurait au final deux espèces humaines qui n'auraient plus grand-chose en commun,
à l'exception de leur histoire partagée. Les privilégiés pourraient être sans âge, en bonne santé, être aussi des super génies d'une beauté physique sans défaut. Les non privilégiés, demeurant au niveau actuel, ce qui pourrait leur ôter leur estime de soi et les entraîner vers des pulsions de jalousie. La mobilité entre la classe supérieure et la classe inférieure pourrait, à peu de choses près, devenir nulle. Fin de citation. Ce qui serait surtout fâcheux et qui conduit Bostrom donc à envisager des mesures politiques permettant de réduire les inégalités et l'accès à ces modifications pour le plus grand nombre. Alors, 128, il y a plein de raisonnements qui suivent qui sont intelligents, mais j'essaye, voyez-vous, d'accélérer pour après vous amener à Jérémy Rifkin. Donc, 127-128. D'abord, certains critiques, peu nombreux il est vrai, s'en tiennent à la dimension simplement factuelle du projet, en la déclarant fantaisiste. Non, jamais on ne parviendra à faire mourir la mort, pas même à lutter sérieusement contre le vieillissement, le transhumanisme relevant davantage de la science-fiction que de la science. C'est en ce sens, par exemple, qu'un penseur chrétien comme Bertrand Vergely se gausse de cette concurrence que la science prétend instaurer avec la religion en lui reprenant son thème favori, et je le cite, « Une chose frappe d'abord dans le projet de mettre fin à la mort, sa naïveté. Jusqu'à présent, que l'on sache, personne n'a encore vu quiconque dans le monde vivre éternellement. Actuellement, la doyenne de l'humanité est une japonaise, Misao Okawa, qui est âgée de 116 ans. Et le record officiel de longévité est détenu par une Française, Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à 122 ans. De ce fait, comment peut-on dire que la mort va bientôt être supprimée? Qu'en sait-on? Qu'à cela ne tienne, même si rien ne permet de le dire, on y croit. Mieux, on l'annonce. » Fin de citation. Il est malheureusement trop facile de répondre à ce genre de raisonnement. Il suffit d'observer qu'il fut utilisé au fil du temps contre toutes les innovations qui semblaient impossibles aux ignorants. Impossible, selon leur ricanement, de faire voler plus lourd que l'air, les avions, de faire rouler des machines à plus de 60 km/h, de transmettre instantanément des images, des sons et des informations sans fil à des dizaines de milliers de kilomètres, mais aussi impossible de marcher sur la Lune, de séquencer, couper et recoller à volonté les génomes humains, de faire vivre un homme avec un cœur artificiel, d'utiliser des cellules souches pour reconstituer des organes déficients, de rendre la vue à un aveugle, un implant ou encore une puce électronique derrière sa rétine, et 1000 autres inventions que des savants théologiens dignes de Molière ont doctement déclarées absolument et définitivement farfelues alors qu'elles nous semblent aujourd'hui aller de soi. D'une manière générale, l'argumentation selon laquelle une chose est impensable dans l'avenir, parce qu'elle n'a pas existé dans le passé, est, disons-le, si niaise qu'elle ne peut, même pour quelqu'un qui serait radicalement opposé au transhumanisme, que prêter à rire. Du reste, Bertrand Vergely étant tout sauf idiot, il se voit contraint d'ajouter aussitôt ceci, à peine 2 lignes plus bas, je cite. « Admettons que l'homme immortel soit possible. Si tel est le cas, un double problème va se poser. Plus personne ne mourant, la Terre sera surpeuplée. L'humanité risque fort de mourir de faim. Si pour ne pas surpeupler la Terre, on arrête de faire des enfants, l'humanité ne va pas se renouveler. » Où l'on voit comment on passe en transition d'un diagnostic d'impossibilité, qu'on a vu quelques lignes auparavant, à une réflexion sur les conséquences de ce qu'on déclarait quelques secondes plus tôt radicalement utopique. Donc là, c'est dire que ça n'existe pas, que ce serait une utopie de l'immortalité, et finalement admettre que pourquoi pas ça pourrait arriver dans l'avenir, mais que ça serait une dystopie. Passer d'un extrême à l'autre, c'est là le problème. Alors après, il y a d'autres choses, et à la page 132, il nous est dit, pire encore, comme le souligne Laurent Alexandre dans le livre qu'on a déjà cité, la Terre serait inévitablement peuplée, un peu comme au temps où Cro-Magnon et Néandertal coexistaient, de plusieurs humanités différentes. C'est ce qu'on a soulevé juste avant. Celles qui auront accepté les nouvelles techniques d'hybridation et plus généralement toutes les formes d'augmentation disponibles vieilliront beaucoup moins vite que celles qui, pour des raisons par exemple religieuses, seront restées humaines au sens ancien du terme. Et on voit déjà, sans parler de modification génétique,
euh, sur le visage, et même sur la peau, la douceur, etc., celles qui sont plutôt dans l'ordre d'une certaine richesse, des travailleurs ou de ceux qui sont au minimum sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est les personnes très riches ont souvent des soins de la peau, des massages, des crèmes qui sont faites, voyez-vous, pour alimenter la peau, pour la régénérer, faire en sorte que l'épiderme soit bon, voyez-vous, il soit hydraté, alors que les plus pauvres, eux, doivent se contenter seulement de quelques crèmes Nivea tout au plus. Vous voyez, rien que ça, déjà, il y a une différence. Pareillement pour le repos, pour le confort au niveau du lit. Voyez-vous, il y a ceux qui ont des lits basiques et puis il y a les autres. Comme en hôtellerie, tes nuits ne sont pas les mêmes, donc les récupérations tout autant. Et il y a bien d'autres choses comme ça qui se différencient. L'alimentation. Ceux qui n'ont pas de thunes, c'est les OGM. C'est les produits, ils peuvent bouffer 4-5 pommes. C'est même pas l'équivalent en nutriments et voyez-vous en apport intéressant pour notre biologie que la pomme de celui qui est riche et qui a son propre, voyez-vous, son propre, comment je pourrais dire ça, terrain agricole, un verger et compagnie. Donc on est déjà dans une différence, et même on l'avait vu dans un autre livre que je vous avais présenté, entre les métiers d'instituteurs et ceux d'ouvriers. Les instituteurs, sur 1000, plus de 700 sont encore présents à 70 ans, alors que chez les ouvriers agriculteurs, à peine 500 sont encore présents à 70 ans. Donc il y a bien une différence de longévité, de conditions de vie et compagnie. Alors imaginez maintenant, quand on parle juste de métier, d'alimentation, ce qui est déjà beaucoup, hein, et de crème, voyez-vous, d'hygiène et compagnie, si on ajoute maintenant la génétique, ça va encore plus se croiser. Vous voyez, ça va se creuser, je veux dire. Les gens qui sont au-dessus vont se croiser et ceux qui sont en bas, pareillement. Vous voyez, en fait, l'écart sera bien trop important pour que l'un puisse basculer dans l'autre groupe. Il est possible, c'est en tout cas le parti transhumaniste, que l'humanité modifiée et augmentée soit beaucoup plus forte, beaucoup plus résistante aux maladies, voire beaucoup plus intelligente que l'ancienne. Nous faudra-t-il revivre à une puissance antérieure l'extermination de Néandertal par Cro-Magnon? Est-ce qu'on nous laisse entendre que c'était soit le métissage entre les deux, soit le massacre? Et je vous avais ressorti ça, c'était... mince. Malthus, il me semble, qui en parlait, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais un autre livre aussi sur la génétique qui avait abordé le sujet. Et même sans aller jusque-là, adviendra-t-il des relations humaines dans un univers de ce type? Lisons encore ce que dit à ce sujet Laurent Alexandre. Je le cite. Notre génération va connaître le séquençage quasi gratuit de son ADN. La suivante, donc la génération d'après, connaîtra l'essor très rapide des techniques de réparation précoce de ses faiblesses génétiques et épigénétiques. On rappelle, l'épigénétique est insérée par le Club des 10, où on le retrouve qui? Jacques Attali, et j'ai plus les autres noms en tête, mais c'est des personnalités très importantes qui voulaient justement nous pencher sur l'épigénétique, et qu'a fait Alexandra Orion-Caude? Eh bien, elle nous en a parlé également, et elle a introduit en réalité le sujet, en disant on est contre les vaccins ARN, mais réfléchissons à l'intérêt des ARN, en revanche, à l'épigénétique, à notre environnement et compagnie. Enfin, c'est un autre sujet, comme il me semble Dorothée Brauway en avait parlé aussi. Les techniques du blocage du vieillissement, qui ne sont pas encore au point, ne nous concerneront pas, car elles supposeront des interventions précoces dès l'enfance. Ce fossé génétique sera à l'évidence une période de transition douloureuse pour l'humanité, avec, d'un côté, les chanceux qui auront bénéficié dès l'enfance de ces interventions, et les autres. Il y aura un abîme entre ceux d'avant et ceux d'après. D'un côté, la vie longue, quasi éternelle, puisqu'on ne mourra plus que par accident, suicide ou meurtre, et de l'autre, une humanité traditionnelle, née avant la mort de la mort. Il y aura des différences d'état physiologique spectaculaire entre un homme de 80 ans d'avant et un homme de 80 ans d'après. Fin de citation. Quid dans ces conditions du tourisme technologique? Il existe déjà, on le sait, en matière de chirurgie esthétique, ce type de tourisme. En Tunisie, en Turquie et compagnie. Greffe capillaire, augmentation mammaire, PBL pour avoir des plus grosses fesses et compagnie. En ira-t-il bientôt de même pour l'ingénierie génétique, le protectionnisme
Ici comme ailleurs, n'est en guère une solution. À quoi bon interdire telle ou telle augmentation de l'humain dans un pays si elle est possible et aisément accessible ailleurs? On nous conduira même peut-être à accepter la GPA. Et on autorisait la PMA pour les femmes seules et les lesbiennes. Au nom de l'égalité, autorisons la gestation pour autrui. C'est à peu près ça la chose. Tout comme pour les modifications, et pareillement pour la chirurgie et bien d'autres choses. Dans le sillage de cette interrogation sur la biogéopolitique, que faire si les dictatures totalitaires mettent en place de vastes programmes d'amélioration de leur population afin de la rendre supérieure aux autres? Certains y pensent déjà, qui pratiquent allègrement des politiques eugénistes en vue d'augmenter le quotient intellectuel moyen de leurs concitoyens. Élevons-nous maintenant des considérations politiques et sociales aux considérations morales, métaphysiques et religieuses. Sur le plan moral d'abord, prendre le risque de modifier la nature humaine, n'est-ce pas, comme le dit Fukuyama, bouleverser, voire éradiquer de manière peut-être définitive les fondements d'une éthique humaniste qui s'enracinait depuis toujours dans l'idée de droit naturel de l'humanité? Si la nature humaine est bouleversée, comment l'éthique qui en découle ne le serait-elle pas elle aussi? Et alors, dans quel sens? N'ouvre-t-on pas une boîte de Pandore dont on ignore le contenu au point que tout deviendrait possible, à commencer par le pire? Sur le plan métaphysique maintenant, n'est-ce pas la mort qui donne tout son sens et tout son sel à la vie? Une musique, un film ou un livre sans fin aurait-il encore du sens? Ça, on l'avait lu également précédemment, je pense. Et voilà, ça sera tout pour cet ouvrage en tout cas. Et on va se conduire maintenant à celui-ci, Le siècle biotech. Et après, j'ai plein de pépites encore à vous présenter. Bon, celui-là est un petit peu dans le mal en couverture, hein, je l'ai eu d'occasion. Mais ce qui compte, c'est que le contenu n'ait pas été altéré. On a dans un éditorial The Economist qui suggère que la société doit dépasser le moralisme pleurnichard et suranné qui règne en la matière et accueillir à bras ouverts les perspectives économiques prometteuses de l'eugénique commerciale. Je cite. « Et si les gènes permettaient de transformer un corps ordinaire en corps exceptionnel, plutôt que se contenter de faire d'un infirme une personne normale? Doit-on laisser les gens se faire installer des neurotransmetteurs supplémentaires pour améliorer leur performance mentale? Ou changer la couleur de leur peau? Ou leur permettre de courir plus vite, de soulever des poids plus lourds ?» Fin de citation. Les rédacteurs de The Economist ne cachent pas leur parti pris en faveur du marché. D'après eux, cette nouvelle eugénique commerciale offre aux consommateurs une plus grande liberté, qui permet à chacun de faire ce qu'il veut de ce qu'il est et de ce que seront ses descendants. Leur éditorial conclut par une approche sans réserve de la nouvelle eugénique. Je cite. « L'objectif, c'est de donner aux gens la plus grande liberté d'action possible. De ce point de vue, le fait que les gènes deviennent des auxiliaires de cette liberté au lieu de représenter un obstacle constitue un grand pas en avant. » Fin de citation. Alors, je ne sais plus... Hop. Est-ce que c'est là qu'ils vont le mettre? Chapitre 6. Là, on a dit que c'était la note combien? 81, 82. Faudrait que je retrouve ça. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tenté de le trouver en français, mais en fait, c'est un article, un The Economist en anglais, qui s'appelle « Changing Your Genes », 25 avril 1992. Et donc, ils étaient favorables à l'eugénisme. Économique en plus. Le docteur Robert Sinsheimer, pionnier en figure éminente de la biologie moléculaire, définit comme suit sa vision eugénique de la femme et de l'homme nouveau du siècle des biotechnologies. Je cite. Les vieux rêves de perfection culturelle de l'humanité se sont toujours heurtés aux imperfections et limites héritées de ses ancêtres. Il lui a généralement été extrêmement difficile de renforcer ses caractéristiques les plus désirables et de juguler les moins flatteuses avec les seuls instruments de la culture. Nous entrevoyons à présent un autre chemin, une chance de nous dégager des contraintes de notre constitution intime et d'intervenir directement sur ses défauts, de poursuivre et de perfectionner consciemment le produit admirable de 2 milliards d'années d'évolution, bien au-delà de notre perception actuelle de ses possibilités.
L'ancien eugénisme entendait procéder par sélection permanente, en multipliant les individus sains et en éliminant les malsains. La nouvelle eugénique nous ouvre un horizon a priori sans limite, car il nous offre la possibilité de créer des gènes nouveaux et des qualités nouvelles encore inimaginables. Cette nouvelle conception annonce un tournant historique dans l'évolution de la vie. Pour la première fois depuis les origines, un être vivant comprend d'où il vient et entreprend de concevoir son avenir. Même dans les mythes les plus antiques, l'homme était fondamentalement limité. Il ne pouvait s'élever au-dessus de sa propre nature pour guider son destin. Aujourd'hui, nous pouvons envisager cette perspective et la terrible responsabilité qui accompagne cette liberté comme sa face obscure, celle de devoir choisir. Fin de citation. On arrive après un code à perfectionner et je conduis à la page 198, je vous passe quelques détails sur ce qu'il développe, notamment en lignée germinale, pour arriver à l'ingénieur, qui est en permanence à l'affût de nouveaux moyens d'améliorer les performances de sa machine. Dès qu'il a éliminé un certain type de défaut, il se consacre à remédier donc à d'autres imperfections, toujours dans l'idée d'obtenir une machine encore plus performante. L'idée même de fixer une limite arbitraire à ces améliorations est complètement étrangère aux méthodes de l'ingénierie. Le nouveau langage des sciences de l'information a transformé nombre de chercheurs en biologie moléculaire en ingénieurs. De chercheurs à ingénieurs, très probablement sans même qu'ils s'en rendent compte. Quand ils parlent de mutations et de maladies génétiques en termes d'erreurs de code, leur hypothèse, implicite, voire explicite, c'est que ces erreurs n'auraient jamais dû exister au départ. Ce sont des bugs, des fautes qu'il faut déprogrammer ou corriger. Le chercheur en biologie moléculaire devient un informaticien, un créateur de software, logiciel, qui passe son temps à débusquer les erreurs et à reprogrammer les instructions pour améliorer le programme et les performances de sa machine. Cette identification est tout à fait contestable, voire dangereuse. N'oublions pas, en effet, que tout être humain porte en lui un certain nombre de gènes récessifs mortels. Faut-il en conclure qu'avec notre code truffé d'erreurs, nous souffrons d'un défaut de fabrication originelle ? Si tel est le cas, à quelle norme de perfection idéale devons-nous nous mesurer ? Si tout homme est constitué d'erreurs à différents degrés, nous serons bien en peine de la définir. Ce qui rend si subtilement terrifiant le nouveau langage de la biologie moléculaire, c'est qu'il risque de créer un nouvel archétype inaccessible, un être parfait, sans défaut, ni erreur érigée en modèle, un homme et une femme comme nous, mais sans toutes les petites imperfections, sans les marques de faiblesse et de vulnérabilité qui définissent notre essence depuis le tout début de notre existence. Il n'est pas étonnant que nombre de défenseurs des droits des handicapés s'inquiètent de plus en plus des progrès de cette nouvelle biologie. Ils redoutent qu'au siècle des biotechnologies, les handicapés ne soient plus considérés que comme des erreurs de code, des défauts éliminés, des vies que l'on aurait dû empêcher de voir le jour. Et jusqu'à quel point les gens normaux feront-ils preuve de tolérance quand ils commenceront à percevoir leur entourage comme peuplé d'individus défectueux, truffés d'erreurs de programmation et d'anomalies à rectifier, et on peut même ajouter coûtant à la société, leur prenant des impôts, des taxes et compagnie pour subvenir à leur médicamentation, à leur suivi par des médecins, à bien d'autres choses encore, voyez-vous, ça leur coûte de la thune. Donc, non seulement ils les verront comme des erreurs de la nature, des codes finalement qui sont truffés de mauvaises programmations, d'anomalies, et en plus ils coûtent de l'argent à la société. Donc on revient à des eugénismes, les inutiles, qu'il faut sacrifier. La question est donc de savoir si l'humanité doit s'engager dans cette vaste entreprise de programmation technologique en laboratoire des générations futures. Quelles sont les conséquences envisageables d'une quête dont le but serait la perfection de l'espèce humaine ? Et ça nous renvoie à Jacques Attali, dans Temps X, avec les Bogdanov, où il dit « l'homme consommera l'homme ». Et en le consommant, il s'en remettra à un archétype qu'on lui aura défini. En clair, un profil génétique d'un homme, un profil génétique d'une femme, et tous les humains devront se conformer à ça, puisque ça sera pour tendre vers la perfection. En tout cas, du code de vie. C'est ce qui est souhaité. Encore une fois, on est des fois dans des projections qui ne vont pas forcément se réaliser. Et donc on arrivera à la sociologie du gène, mais ça sera pour plus tard. Et ça me permettra en fait de la fin de ce livre d'enclencher sur le processus d'eugénisme
de sélection du vivant et de marchandisation par le biocapital. Merci pour votre écoute. Aujourd'hui, c'était une petite vidéo. Ça permet aussi de marquer un petit temps de pause, que vous puissiez suivre les différents contenus. Là, on est rendu à 7 émissions. Je vais vous faire un contenu peut-être demain ou après-demain sur autre chose, un côté religieux. Issa n'est pas Jésus-Christ et l'Éden islamique n'est pas l'Éden chrétien. Et en fait, on verra les différences et en quoi nous ne sommes pas compatibles et qu'ils ne sont pas dans une lignée et donc dans une continuation de ce que l'on était. Et nous ne sommes pas ce qui précédait ce qui les inscrivent. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute active. À nouveau, je suis content d'avoir eu des personnes bienveillantes, voilà, qui accompagnent les contenus, qui interagissent et compagnie. Donc n'hésitez pas à vous faire le relais. La vérité est notre avenir. Par notre grande civilisation chrétienne, la victoire est assurée et les valeurs restent ancrées. À très bientôt.